Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est jamais évident de commencer à 14 heures, c'est l'heure un peu fatale pour faire une conférence, mais je vais tenter, voilà. Essayez de ne pas vous endormir, s'il vous plaît, parce que je vois tout hein, d'ici. Donc écoutez, je suis Raphaël Besson, donc moi je suis urbaniste. Après, ouais, j'ai pas grand-chose à voir avec cette histoire de livre, mais je suis un urbaniste un peu particulier parce que je travaille depuis 15-20 ans sur les formes d'urbanisme alternatif. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les formes d'urbanisme tactique, transitoire, l'urbanisme culturel aussi beaucoup. Et je travaille sur l'hypothèse d'un dépassement de l'urbanisme fonctionnaliste. Si vous voulez, on a aménagé nos territoires avec cette idée, je vais très vite, mais cette idée d'hyper spécialiser nos espaces. Donc à chaque espace correspondait une fonction particulière, la fonction commerciale, la fonction de loisir, la fonction de connaissance, la fonction économique, et j'en passe. Et je pense qu'on est rentré dans un grand mouvement de dépassement de cet urbanisme fonctionnaliste. Et c'est pour ça que je me suis intéressé de près, depuis pas mal d'années, à des formes de lieux plus hybrides, intermédiaires, ces formes aussi de tiers-lieux et ces bibliothèques troisième lieu aussi qui m'ont intéressé de près. Donc, j'ai commencé à travailler, si vous voulez, sur ces questions de bibliothèque à partir de ce constat que les bibliothèques étaient des lieux extrêmement intéressants pour observer, si vous voulez, ces processus de diversification des fonctions, voire même d'hybridation, on va revenir sur ces notions-là, mais étaient des lieux effectivement extrêmement pertinents pour travailler sur cette hypothèse d'un dépassement de l'urbanisme fonctionnaliste. Au-delà de ça, alors ça fait depuis maintenant 3-4 ans que je travaille de plus en plus sur les questions culturelles, avec cette idée que finalement, si on veut vraiment sérieusement travailler sur les questions de transition urbaine ou les questions de transition territoriale, eh bien, il faut absolument travailler sur ces questions culturelles et que les arts, la culture, les acteurs culturels ont beaucoup de choses à dire et à faire pour œuvrer à ces transitions territoriales. Alors, par rapport à ça, je travaille, du coup, j'ai confondé avec Culture Co et puis le Bureau des possibles. Juste avant de vous parler du Lucas, que j'ai donc confondé avec le Bureau des possibles et puis Culture Co, juste pour vous dire que je vais vous parler de manière un peu large sur la transition des territoires actuellement, hein, voilà, pour arriver ensuite dans un deuxième temps au cas des bibliothèques. Juste par rapport au laboratoire d'usage culturel art société, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de travailler sur des formes de fabrique plus collective des politiques culturelles. Donc, on travaille sur pas mal de schémas d'enseignement artistique, sur des projets culturels de territoire, beaucoup aussi sur des schémas de lecture publique. Et donc, c'est une manière, si vous voulez, pour moi, d'observer aussi ce qui est en train d'évoluer au sein des bibliothèques. Et puis, un autre point important, c'est que je réalise actuellement une recherche que j'ai quasiment terminée là. Ça fait depuis un an et demi que je travaille pour la Bibliothèque publique d'information et puis le ministère de la Culture sur les grandes évolutions des bibliothèques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années autour de ces notions de bibliothèque hybride, de bibliothèque troisième lieu, de coproduction des bibliothèques avec les usagers, voilà. Essayer de comprendre en fait hein, les évolutions qu'on pouvait percevoir sur les territoires et voir ce que ça pouvait nous dire hein, par rapport à ces grands enjeux des politiques culturelles, ces grands enjeux de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle, mais aussi hein, d'enjeux d'évolution aussi des métiers et des compétences des bibliothécaires. Donc je vais aussi vous parler de ça. Et puis, dernier point, c'est qu'on travaille beaucoup donc, avec le Lucas hein, sur cette hypothèse que eh bien, les transitions territoriales sont moins une affaire technique réglementaire ou encore académique qu'une affaire fondamentalement culturelle. Et c'est ça qu'on a essayé de décrire dans cet ouvrage qui s'appelle Pour une culture des transitions. Et juste pour info, il va y avoir un numéro de Technicart qui va sortir là dans 4 jours et qui est donc dédié hein, à cette question de la culture des transitions, avec toute une série d'auteurs aussi qui écrivent dans ce numéro, si ça vous intéresse. Ça sort vendredi dans les kiosques. Petite pub furtive, mais ça peut éventuellement vous intéresser. En fait, l'hypothèse qu'on fait, hein, c'est justement cette idée qu'on ne peut pas bâtir des politiques publiques des transitions territoriales sans, à un moment donné, et des politiques qui permettraient de limiter drastiquement l'artificialisation des sols, d'éviter la destruction de la biodiversité ou encore l'usage inconsidéré des ressources, hein, eh bien, sans transformer nos imaginaires, nos représentations, nos modes de faire, la manière dont on habite hein, les territoires, et sans repenser profondément aussi nos rapports aux vivants humains, mais aussi non humains. On ne pourra pas, à un moment donné, travailler sur ces transitions territoriales sans travailler sur d'autres récits de territoire, sans nous désintoxiquer d'un imaginaire aménageur fondé sur l'extension sans limite des métropoles, sans nous désintoxiquer de ce que un économiste parle de, il faut se désintoxiquer de la CAM, de ces grandes notions de compétitivité, de métropolisation, d'attractivité ou encore d'excellence. En disant, il faut qu'on apprenne à un moment donné à transformer
transformer nos imaginaires aménageurs et aussi la manière dont on considère l'économie comme, à un moment donné, une économie qui serait essentiellement désencastrée des contingences sociales, territoriales ou encore écologiques. Et on ne pourra pas travailler sur ces politiques de transition territoriale sans que le substrat culturel de nos sociétés ne soit préparé et aligné avec des transitions, des transformations qui s'avèrent absolument radicales. Donc ça, c'est le point de départ de cette réflexion-là. Et elle est fondée sur, finalement, un triple constat de trois limites, que sont justement ces approches académiques, techniques ou encore réglementaires des transitions. Alors d'abord, par rapport aux approches, on va dire, scientifiques ou académiques des transitions. Il y a un constat qui est absolument fatal, c'est que l'accumulation des rapports scientifiques du GIEC ou encore de l'IPBES, qui, au fond, nous décrivent inlassablement l'effondrement du monde, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, eh bien, n'a pas eu d'effet sur l'augmentation de la capacité des institutions ou encore des individus à agir. Et quelque part, on voit même l'inverse, c'est-à-dire que face à l'angoisse suscitée par un peu cette tragédie de nos avenirs, eh bien, on bricole de merveilleuses stratégies d'évitement qui agissent souvent à l'envers des recommandations produites par les rapports du GIEC ou encore de l'IPBES. Deuxième type de constat, c'est la limite, au fond, des approches techniques ou encore technologiques. Alors certes, il y a une espèce aujourd'hui de fascination béate, notamment pour l'intelligence artificielle, mais on oublie de regarder l'envers de l'intelligence artificielle. On oublie de regarder derrière les travailleurs du clic. On oublie de regarder les surconsommations énergétiques induites par l'intelligence artificielle. Et puis l'émergence hautement probable d'individus aliénés et certainement incapables de se servir de leurs propres intelligences. On oublie de regarder au fond l'envers de la puissance. Et c'est ce qui peut nous faire dire, il y a d'autres éléments, que finalement, la technique, la technologie, c'est l'espèce de solutionnisme technologique ambiant, eh bien, ne peut pas constituer une réponse sérieuse aux défis des transitions territoriales. Troisième constat, c'est qu'au fond, toutes ces approches réglementaires, donc toutes ces politiques publiques de transition qui s'incarnent à travers, alors donc j'ai fait exprès de mettre des sigles, des zones limitées avec des objectifs ZAN. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là, les objectifs ZAN. Donc c'est zéro artificialisation nette. A priori, il y a une loi qui nous dit qu'en 2050, on devra ne plus artificialiser 1 mètre carré de sol, parce qu'il en va, a priori, de la survie de l'humanité. Voilà, il faut qu'on arrête, il faut qu'on cesse d'artificialiser les sols. Vous avez des objectifs en lien avec les zones à faible émission. Je pense que vous en avez entendu parler. Vous avez aussi des plans climat, air, énergie territoriale. Bref, toute une série de politiques publiques des transitions territoriales qui sont assez radicales et qui sont a priori alignées avec effectivement ce qui peut ressortir comme type de connaissances scientifiques et académiques pour penser un avenir à peu près désirable. Et bien malheureusement, c'est que ces politiques publiques, elles se heurtent à des cortèges d'élus populistes qui analysent ces lois, qui analysent ces politiques publiques comme autant de lois qui seraient produites par le sérail des élites parisiennes et qui seraient donc des lois ruralicides, qui seraient finalement des lois antisociales et qui seraient des bombes à fragmentation bureaucratique, alors là je cite, et liberticide, dont les premières victimes seront les classes populaires et moyennes. Donc on est face à une vraie impasse. Aujourd'hui, l'immense difficulté, effectivement, à mettre en place ces politiques publiques des transitions territoriales, ces ZAN, ces ZFE, ces PCAET, parce qu'elles se heurtent aussi à des cortèges d'élus populistes qui, à un moment donné, analysent ces lois comme effectivement des lois essentiellement technocratiques, et surtout, ils essayent de créer l'illusion d'une opposition entre le social et la dimension écologique, entre, au fond, les classes populaires et puis les zadistes et encore autres wokistes. Alors, force est de constater que ces élus, ils ont réussi. Avec évidemment relayé par des grands et puissants médias de masse, ils ont réussi effectivement à créer cette illusion entre le social, d'une opposition entre le social et l'écologique, et ils ont réussi à populariser l'idée selon laquelle les plus défavorisés seraient les plus grands perdants des politiques de transition écologique. Sauf que toutes les études socio-économiques, toutes les études économiques notamment portées par Éloi Laurent, montrent exactement l'inverse. C'est-à-dire que la non-transition écologique, c'est-à-dire la situation actuelle où finalement on ne répondrait pas effectivement à ces crises écologiques, eh bien, serait bien plus générateur d'inégalités sociales et que ces inégalités toucheraient d'abord et avant tout les plus démunis. Alors, on est face effectivement à ces limites.
ses limites de ces approches techniques, réglementaires, hein, et puis, on va dire, académiques, hein, de ces transitions. Et là, tout l'enjeu, c'est de se dire, bah, fondamentalement, peut-être que si on veut agir sérieusement sur ces transitions territoriales, peut-être qu'il faut d'abord, effectivement, travailler sur les représentations, sur les imaginaires, sur l'expérience d'autres modes de faire, sur des formes plus sensibles qui permettraient effectivement de travailler beaucoup plus profondément la question des transformations culturelles de ces transitions territoriales. Alors c'est toute la réflexion pour savoir bah, qu'est-ce que peuvent effectivement apporter hein, les arts et la culture dans ces processus de transition territoriale. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait tout un travail hein, pour identifier ce qui se produisait dans ce champ-là. Et au fond, on observe une myriade d'actions, d'expérimentations, d'acteurs qui œuvrent à leur manière à travailler sur une forme de culture des transitions. Alors vous allez avoir des artistes, évidemment, qui vont travailler sur ces questions-là, des centres d'art, des centres d'exposition, des centres de culture scientifique aussi, des bibliothèques, on va y revenir, des tiers-lieux culturels, mais aussi toute une série d'acteurs hein, qui proviennent plutôt hein, de l'urbanisme culturel, qui vont essayer à un moment donné, bah, d'une part, de travailler à la décarbonation notamment de la filière culturelle, en disant que le secteur culturel aussi a un impact hein, écologique certain, qu'on peut travailler sur les bâtiments, sur les mobilités, sur l'évolution des usages ou encore de la programmation des équipements culturels pour réduire l'impact écologique, mais que ces acteurs vont aussi dire, eh bien, on peut travailler sur la production collective de nouveaux récits de territoire qui, à un moment donné, permettraient de travailler sur ces transitions territoriales et d'expériences qui pourraient participer à transformer les territoires et à assurer une meilleure habitabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs, certes, vous avez une multitude d'acteurs, hein, à la fois des acteurs culturels formels, qu'on va retrouver, hein, comme je vous le disais, des centres d'art, des centres d'exposition, des centres de culture scientifique, mais on va aussi retrouver des acteurs beaucoup plus éloignés, a priori, hein, du milieu culturel, comme les acteurs de l'urbanisme hein, culturel ou encore les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont travailler sur ces questions-là. Vous avez aujourd'hui les agences d'urbanisme hein, qui s'intéressent de très près à ces questions. Il y a eu notamment un colloque qui a été fait, qui a été organisé à Clermont par la Fédération nationale des agences d'urbanisme pour finalement avec ce constat, pas de transition écologique des territoires sans transition culturelle. La culture et la réorientation écologique des territoires, c'était leur publication qu'on voit ici en bas à droite. Alors tous ces acteurs, effectivement, ils sont multiples, ils ne se connaissent pas forcément. Ils œuvrent chacun un peu dans leur coin, avec beaucoup de difficultés effectivement à transformer, on va dire, les régimes dominants de production urbaine, de production territoriale, encore de production culturelle. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage et c'est un peu l'idée de se dire qu'il y a à un moment donné certainement une politique culturelle et transition territoriale à travailler. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas non plus l'objet de cette présentation, mais juste deux points très importants par rapport à ces acteurs qui sont effectivement assez divers. Ils se rejoignent sur deux points essentiels. Le premier point, c'est cette idée que les arts et la culture sont des outils, des ressources essentielles pour participer à la transformation de nos sociétés. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis bien, bien longtemps comme type de réflexion et de positionnement, mais tous ces acteurs, en tout cas, réactivent des textes, notamment des années 30 ou encore des années 60, pour dire les arts et la culture ont un rôle à prendre et à jouer dans ces transformations sociétales. Deuxième élément essentiel qui va réunir ces acteurs-là, c'est une vision élargie de la notion de culture. En disant la culture, c'est pas réduit, entre guillemets, juste réduit aux œuvres d'art, aux disciplines artistiques, mais la culture, c'est bien plus que ça. La culture, c'est des valeurs, c'est des traditions, c'est des croyances, et c'est là-dessus aussi qu'on essaye de travailler. Donc ça, si vous voulez, ça va un peu dans la lignée, il y avait eu notamment la charte de l'UNESCO hein, de Mexico, hein, dans les années 80, qui posait ce principe-là. Les droits culturels réaffirment effectivement une lecture extrêmement élargie de la notion de culture. Alors j'en arrive aux bibliothèques. J'en arrive aux bibliothèques avec cette question, bah, qu'est-ce que les bibliothèques peuvent apporter dans ce processus-là, dans cette réflexion sur la mise en œuvre hein, d'une culture des transitions au sein des territoires. Et là, c'est une tentative hein, par rapport aussi au rapport que j'ai pu faire là, pour la BPI, le ministère de la Culture, sur une analyse des évolutions contemporaines des bibliothèques, pour dire que les bibliothèques ont un rôle particulier à jouer dans ce processus-là. Alors, par rapport à ces bibliothèques, ce qui est important, je ne vais pas du tout regarder le volet qui va concerner tout le champ, on va dire, de la décarbonation des bibliothèques.
comment est-ce que les bibliothèques peuvent travailler, notamment sur, je ne sais pas, les politiques documentaires, sur la couverture en plastique ou non des livres, sur la mobilité des usagers, sur la baisse de consommation énergétique des bâtiments. Ce n'est pas ça que je vais explorer, en tout cas aujourd'hui. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui sont expérimentées, détaillées et travaillées par toute une série d'acteurs sur les territoires. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, de mon point de vue, et je ne dis pas que l'autre point de vue n'est pas intéressant, mais ce que je regarde moi, c'est en quoi finalement les bibliothèques peuvent être des lieux ressources essentiels pour enclencher en fait des dynamiques de transition territoriale. Et c'est vraiment ça ma question. Et là, je reprends des réflexions de notamment Rein Burki ou Marin Schaffner ou Schaffner, je ne sais pas, je pense des gens Schaff ou Schaffner, on est d'accord, hein, Schaffner, dans l'ouvrage, en fait, hein, Engager la bibliothèque dans la transition écologique. Et je prolonge un peu les débuts de ces écrits et de ces réflexions à l'aune donc, de l'ouvrage de la culture des transitions et de ce que j'ai pu observer actuellement au niveau de l'évolution des bibliothèques. Alors, ce qui est très intéressant dans les bibliothèques, je vais essayer de vous décrire tout ça après, c'est que eh bien, c'est des lieux de proximité qui permettent tout à chacun de pouvoir se sensibiliser, de s'acculturer à un moment donné, une littérature notamment, ou des ressources en lien avec la biodiversité et tout ce qui va concerner effectivement aussi le vivant non humain. C'est des lieux d'accueil de la diversité, des lieux aussi potentiellement de rencontres et de coopération. C'est aussi des lieux qui peuvent permettre de s'orienter, d'expérimenter. Alors on voit plein de choses qui s'expérimentent dans les bibliothèques, des grainothèques, des jardins partagés, mais aussi de débattre collectivement de nos avenirs, tout en ouvrant de nouveaux imaginaires et de nouveaux récits collectifs. Alors, pour essayer un peu de rentrer dans le détail, premier point qui me semble essentiel, c'est que les bibliothèques sont des lieux ressources utiles à l'enclenchement d'une dynamique de transition territoriale. Alors, premier point, c'est que quand on observe un peu plus précisément les évolutions des bibliothèques de ces 10 dernières années, c'est que progressivement, ces bibliothèques, elles apprennent à diversifier et elles apprennent à hybrider. C'est-à-dire, vous avez toute une série de bibliothèques qui, à un moment donné, vont travailler sur une diversification des fonctions, sur une diversification des espaces, sur une diversification de l'accueil d'une diversité aussi de publics, d'acteurs. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant et ça fait écho à toute une série de réflexions émanant d'architectes, encore de philosophes. À gauche, c'est Gabriel Arpen, et puis à droite, c'est plutôt des architectes urbanistes, qui, effectivement, font le constat que la transition des territoires passera par une plus grande hybridation, effectivement, des espaces. D'abord, pour répondre à cet enjeu de réduction de l'artificialisation des sols, si à un moment donné, on pose le principe d'une zone à artificialisation, d'un zéro artificialisation net, et donc de l'impossibilité de continuer à s'étendre sur les territoires, et ben, fondamentalement, il faut qu'on réapprenne à penser notre rapport aux espaces et à penser des espaces adaptables, réversibles, des espaces davantage hybrides qui, à un moment donné, travaillent aussi sur des logiques de chronotopie, c'est-à-dire qui s'adaptent en fonction de l'évolution du temps, des jours de la semaine, en fonction de l'évolution des saisons. Donc ça, vous avez beaucoup d'auteurs qui vont travailler sur ces questions-là. D'autres auteurs, comme Gabriel Alpern, qui nous disent, alors c'était un titre un peu provocateur, mais qui nous dit demain, tous les lieux seront des tiers-lieux. En fait, elle fait l'hypothèse effectivement, d'un processus, pas tant par rapport au modèle tiers-lieu, mais par rapport à un processus d'hybridation qui serait à un moment donné un processus structurel. Et en disant, nos sociétés tendent à un moment donné à créer de plus en plus d'espaces qui font se rencontrer des fonctions, des secteurs, des acteurs, et surtout qui créent des mariages improbables et surtout des métamorphoses réciproques. C'est-à-dire que l'hybridation, ce n'est pas juste la cohabitation d'une diversité de services, de fonctions, mais à un moment donné, c'est bien une interaction où chaque fonction, chaque ressource, chaque acteur va essayer de s'enrichir mutuellement. Et c'est bien ça, ce processus d'hybridation. Alors, j'en arrive aux bibliothèques. C'est que ces bibliothèques, ces 10 dernières années, eh bien, on observe une diversité de situations, d'équipements qui, à un moment donné, nous parlent. Alors, soit de diversification, soit même d'hybridation dans certaines situations. Alors, quelques exemples de ce que j'ai pu observer. Le cas des champs libres, effectivement, avec la rencontre entre une bibliothèque, un centre de culture scientifique ou encore un musée. Et beaucoup plus qu'une simple cohabitation. Ils ont vraiment travaillé, c'est toujours un travail en continu, parce que c'est un effort, le processus d'hybridation est extrêmement complexe à mettre en œuvre, mais un travail, effectivement, d'échange mutuel, de véritable coopération entre ces différents acteurs. Autre cas intéressant, c'est la médiathèque de Garges-les-Gonesse, qui s'est intégrée dans le Cube, un tiers-lieu culturel numérique qui vient récemment d'ouvrir.
D'autres cas, avec par exemple l'Agora à Metz, qui a été ouvert dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, hein, et qui réunit une médiathèque, un centre social ou encore un espace numérique. Vous avez l'atelier Léonard de Vinci, qui a aussi ouvert assez récemment et qui là aussi propose, hein, un espace hybride intégrant une médiathèque, un centre social, une maison de quartier. Et donc l'atelier se présente, alors là je cite, comme un lieu de vie, d'échange de pratiques, mais aussi d'innovation. Il regroupe donc des services, un café social club, une cuisine, une salle des initiatives, un espace enfance-famille, une ludothèque, un Fab Lab, un accueil de loisirs, une salle d'animation, une salle de spectacle, un lieu d'études et de formation, une salle de danse, un studio de création. Je fais exprès d'énumérer la liste interminable, mais si vous voulez, ce mouvement-là, vous l'avez dans de très nombreuses bibliothèques, et notamment dans des bibliothèques qui se situent dans les territoires ruraux. On pourrait avoir cette tendance à penser que c'est un phénomène peut-être métropolitain, d'agglomération ou développé dans les quartiers en prioritaire de la politique de la ville. Mais nombreuses bibliothèques évoluent au sein aussi des espaces ruraux, avec toujours à peu près cette même idée, qui est à un moment donné de diversifier effectivement les fonctions, les espaces des bibliothèques, et de tenter des hybridations entre une diversité d'activités. Donc on va retrouver dans ces bibliothèques que vous voyez ici au niveau de la diapositive, hein, des services publics, souvent avec la présence des maisons France de services, d'un office de tourisme, d'un centre social, des ateliers de vannerie, des stages de couture, des randonnées collectives, des expositions, des ciné-débats, et j'arrête ma liste interminable. Donc ça, c'est un point important, c'est un point extrêmement important parce que les bibliothèques font l'apprentissage. Alors, on pourra en débattre et en discuter tout à l'heure, hein. Il y a plein de questions qui se posent derrière ces processus de diversification et d'hybridation. Mais en tout cas, font l'apprentissage, effectivement, d'une possibilité de diversification des fonctions et l'apprentissage de la manière de travailler sur des processus d'hybridation entre ces différents acteurs. On pourra y revenir dans le cadre des discussions. Autre point qui me semble essentiel, c'est que ces bibliothèques, elles apprennent aussi progressivement à coopérer. Alors là aussi, c'est essentiel quand on travaille sur les transitions. Alors là, c'est des économistes, hein. Jérémy Rifkin, ça va être Eleanor Ostrom ou encore Éloi Laurent en France, un autre économiste, qui nous disent que pour agir sur les transitions, et si on veut à un moment donné préserver effectivement les communs, il faut absolument que nos sociétés apprennent à coopérer. Voilà. Et Éloi Laurent nous dit que, et ça c'est assez intéressant, un bouquin, L'impasse collaborative, il nous dit que nos sociétés savent collaborer, mais elles ne savent pas coopérer. Parce que coopérer, c'est très différent de la coopération. Coopérer, c'est à un moment donné s'accorder sur des finalités effectivement de cette coopération. C'est l'idée de faire œuvre commune, c'est l'idée de créer effectivement une gouvernance qui mette un peu l'ensemble des acteurs sur un pied d'égalité. Il s'agit non seulement d'être coproducteur, mais aussi co-auteur de l'action partagée. Différent, c'est très différent de la collaboration parce que vous pouvez collaborer tout en n'étant pas ouvert ou d'accord avec cette collaboration. Ce qu'on voit très souvent à travers des réformes territoriales, avec toutes ces stratégies de mutualisation qui vont répondre effectivement à des problématiques budgétaires, c'est que finalement cette collaboration, elle est à imposer. Et à aucun moment les équipes en charge des bibliothèques, pour certains, en charge des musées ou encore des cinémas, eh bien, ne sont embarqués dans ces processus-là. Donc on sait très bien collaborer parce qu'il y a des réformes territoriales, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des conventions, mais on ne sait pas coopérer. Alors ce qui est intéressant, c'est que les bibliothèques apprennent à coopérer. Et là, j'ai pu voir toute une série de situations où, progressivement, avec de grandes difficultés, avec un temps certain, eh bien, progressivement, des bibliothèques apprennent à coopérer. D'abord avec ce qui me semble extrêmement intéressant, d'abord avec leurs usagers ou encore avec leurs bénévoles. Alors, il y a toujours beaucoup de tensions, hein, on est vraiment au début des discussions là-dessus, mais sur évidemment les professionnels, le rapport entre les professionnels et les bénévoles. Mais les bibliothèques, à un moment donné, ont pleinement intégré, notamment les usagers, les bénévoles, dans leur process. Alors, je pense à deux cas, la bulle à Annemasse, où il y a pas mal de difficultés, mais une autre médiathèque qui fonctionne, en tout cas, de manière un peu plus apaisée dans ce rapport aux bénévoles et aux usagers, c'est la médiathèque de Lezou, qui est un exemple très connu, mais un exemple extrêmement intéressant, parce qu'il y a eu un travail pour formaliser la contribution des usagers dans le cadre de la gestion, de la programmation et du fonctionnement de la bibliothèque, avec aussi quelque chose qu'ils ont appelé la médiathèque dont vous êtes le héros, une espèce de valorisation aussi des bénévoles, des usagers, dans le cadre du fonctionnement de cette bibliothèque. Donc l'apprentissage de la coopération, effectivement, avec les usagers. Autre cas, je reviens sur les champs libres, parce que je pense que c'est un lieu qui nous parle de ces process d'hybridation et de coopération. Les champs libres, ils ont mis en place des espaces qui s'appellent les rendez-vous 4C ou encore les zones autonomes temporaires,
qui sont au fond des espaces d'appropriation assez libres de la part d'une communauté d'usagers ou de la part d'associations de professionnels qui voudraient à un moment donné, on en a parlé un petit peu ce matin, mais tout simplement proposer un événement, un projet collectif et assez rapidement, de manière assez intuitive, est-ce que dans 2 semaines, on peut utiliser cet espace ou non? Eh bien, ils ont mis à disposition ces espaces-là. Évidemment, c'est cadré, c'est réfléchi derrière un travail de fond, mais qui sont des espaces un peu libres d'expression vis-à-vis d'usagers qui souhaiteraient proposer un programme, des cours, des lectures partagées, des cours d'espagnol, des cours de cuisine, enfin voilà, et puis des associations, des professionnels locaux qui souhaiteraient effectivement investir cet espace comme un peu une place publique au sein de cette zone autonome temporaire. D'autres cas de bibliothèques avec lesquels j'ai pu travailler, c'est notamment ce travail qu'on a pu faire avec la bibliothèque départementale du Val d'Oise, qui souhaitait en fait travailler avec les services sociaux et les services de la PMI du département, en disant il y a vraiment un intérêt à se rencontrer, à penser un espace en commun pour travailler effectivement à élargir nos... Ça ira pas dessus, merci beaucoup. Pour élargir nos publics et surtout pour à un moment donné essayer de s'enrichir mutuellement sur la manière dont on conçoit la médiation, sur la manière dont on travaille avec les publics, dont on diffuse la connaissance, on transmet aussi nos savoirs. Bref, et le premier travail qu'on a pu faire avec eux, c'était au fond de travailler sur une matrice de réciprocité. Et c'était assez simple, entre guillemets. C'était d'identifier ce que pour un bibliothécaire, cette relation pouvait apporter, ou ce qu'il pouvait donner en retour, et l'usager d'une bibliothèque, ce qu'il pouvait effectivement donner, voilà, et puis ce qu'il pouvait aussi recevoir en retour. Et donc, c'est des espèces de logiques de don contre don qui permettent à un moment donné de voir ce que la coopération va permettre d'apporter, ce qu'on va donner dans cette coopération, et voir surtout si la coopération est équilibrée. Alors ça, c'est fondamental, même entre un centre de social et une bibliothèque, à partir du moment où vous mettez ces deux fonctions, fonction sociale et culturelle, dans un même espace, il faut tout de suite travailler à ces matrices de réciprocité pour voir comment est-ce que les relations est équilibrée ou non. Autre type de travail qui peut être élaboré, c'est des coopérations avec les acteurs du territoire, les différents partenaires qu'un lieu culturel comme une bibliothèque pourra créer effectivement avec différents acteurs du territoire pour voir les coopérations existantes et puis d'autres coopérations potentielles qui pourraient être créées. Autre exemple de coopération, c'est tout ce qu'on a pu travailler avec l'Agora à Metz. L'Agora, comme je vous l'ai dit, c'était la rencontre entre un centre social, un espace numérique et une bibliothèque. Il y a eu beaucoup de difficultés. L'Agora, je crois que ça a ouvert en 2018, je crois que c'est ça. Beaucoup de difficultés au début, des tensions, des conflits entre les équipes, parce que ces équipes n'arrivaient pas tout simplement à se comprendre et n'avaient pas la même culture professionnelle. Progressivement, ils ont mis en place des outils, on va dire, de coopération, mais très opérationnels pour permettre de fluidifier un peu le travail. Mais fondamentalement, ils n'avaient pas encore travaillé sur le fond de cette culture professionnelle, de ce qui pouvait les rapprocher ou aussi ou non. Voilà, en tout cas, ce qui était à travailler. Donc, on a travaillé sur des outils de coopération interculturelle pour travailler notamment sur les mots. On s'est rendu compte que la médiation, c'était pas la même chose pour un centre social et une bibliothèque. Vous le savez. Mais en fait, il vaut mieux, à un moment donné, poser ça dans le cadre d'un atelier. C'est pas très long. C'est 1 heure, 2 heures d'atelier pour comprendre les mots de chacun. Et ce que chacun a derrière comme type de représentation. Ça, c'est fondamental. Pour travailler sur les types de savoirs formels et informels. Et comment est-ce que finalement les compétences de chacun pouvaient effectivement apporter à l'autre. Voir si le centre social manquait de tel type de compétences ou inversement. Travailler sur les modes de fonctionnement. Alors, vous allez dire que c'est très caricatural ce que je vais vous raconter, mais c'était assez incroyable. Où d'un côté, vous aviez, par exemple, sur le respect des horaires. Là, vous aviez les bibliothécaires qui étaient, pour eux, si je veux bien effectuer mon travail, il faut que je sois à l'heure, que je ferme la bibliothèque à telle heure. Les équipes du centre social étaient là à dire, ah non, en fait, c'est fondamental à un moment donné de créer une espèce de souplesse dans ce respect vis-à-vis des horaires, parce que c'est comme ça qu'on peut effectivement abrocher toute une série de publics. Donc sur ces modes de fonctionnement, c'est des débats en fait culturels qu'il s'agit à un moment donné de mettre en place. Et après sur le rapport au public, c'était aussi extrêmement intéressant à travailler sur finalement on se rendait compte que le centre social ou les bibliothèques n'avaient pas le même rapport au public, c'est-à-dire pour certains c'était plutôt un rapport expert du point de vue du rapport effectivement à la culture. Les personnes du centre à la lecture, pardon, les personnes du centre social avaient une vision beaucoup plus globale des individus, connaissaient les familles, connaissaient leur histoire, connaissaient les relations sociales, et que ça, c'était aussi extrêmement intéressant à travailler du point de vue des bibliothécaires. Donc ces bibliothèques apprennent à coopérer. Et puis elles apprennent,
parce qu'il y a plein de tensions, il y a plein de conflits générés par ces processus d'hybridation, de diversification. Elles apprennent aussi progressivement à habiter le conflit. Alors ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que fatalement, ces processus de coopération, d'hybridation qui vont être essentiels pour travailler sur ces transitions territoriales, eh bien, ils vont générer des tensions, ils vont générer des conflits. Alors, vous avez un bouquin qui est, je ne sais pas, je vais le connaître, enfin, pour certains, qui est Penser la médiathèque en situation de crise, qui à un moment donné était un peu un bouquin qui expliquait toutes les tensions générées par, on va dire, des coopérations, des hybridations non maîtrisées, et notamment des tensions alors, entre les équipes professionnelles, mais aussi avec les publics. Tout d'un coup, les bibliothèques se sont retrouvées à devoir gérer toute une série de publics qu'elles ne savaient pas vraiment accompagner. Donc une réflexion de fond, une recherche-intervention pour essayer de comprendre collectivement ce qui crée et générait ce type de tension et essayer de trouver au fond des règles communes et des actions communes pour essayer de dépasser ces tensions. Et puis tout ce qu'on a pu travailler aussi au niveau de la médiathèque de Lezou, parce qu'ils étaient assez avancés là-dessus, pour travailler sur des outils d'évaluation collective de la médiathèque. Au lieu de se dire on va travailler sur des indicateurs d'évaluation qui sont fixés par le ministère de la Culture et qu'on va évaluer les bibliothèques à l'aune de ces indicateurs-là, l'idée c'est de dire en fait, vous, au sein des bibliothèques, les professionnels, les usagers, les élus, les habitants du territoire, en fait, c'est à vous de poser ces questions évaluatives. En tout cas, les questions qui font sens par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés collectivement. C'est à la fois travailler sur des critères d'évaluation communs et essayer de travailler sur des formes d'évaluation collective. Et puis, dernier cas, ce qui est intéressant dans ces bibliothèques, c'est qu'elles apprennent progressivement à ancrer les lieux culturels dans les transitions territoriales. Alors, beaucoup d'exemples avec des schémas de lecture publique qui, à un moment donné, travaillent sur des formes, effectivement, de coproduction de ces schémas de lecture publique. Je pense à celui de Saint-Brieuc, Armor Agglomération, qui est assez intéressant sur sa manière de travailler, effectivement, les transitions territoriales. Vous avez l'exemple de Lezou, qui est bien connu avec son plan d'usage de Lezou, qui avait été fait par les habitants du territoire, et qui est très intéressant parce qu'il nous montre qu'il y a eu toute une réflexion pour penser la médiathèque, en tout cas encastrée dans son territoire, et voir comment les fonds de la médiathèque pouvaient effectivement dialoguer avec toute une série d'autres équipements territoriaux, comme les EHPAD, les collèges, les centres de santé. Et apprendre à ancrer les lieux culturels dans la transition, c'est aussi apprendre à se projeter collectivement. À se projeter collectivement dans les transitions et de se dire, c'est quoi la bibliothèque en 2040 au regard de possibilités d'évolution, de transformation sociétale globale. Comment est-ce qu'on travaille collectivement à projeter les bibliothèques et quelque part, créer des souvenirs du futur. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé avec aussi l'Agora à Metz, avec cette idée de projeter la bibliothèque collectivement dans les transitions à venir. Combien de temps il me reste je suis désolé, j'ai pas de... Encore 10 minutes, ça va? C'est bon, puis après on échange. OK. Et puis, dernier point qui me semble extrêmement intéressant avec ces bibliothèques, c'est qu'elles peuvent être des lieux, ressources, pour faire émerger une écologie, au fond, locale et populaire. Alors ça, populaire, c'est le constat qu'on a pu aussi dresser dans le cadre de cette étude sur les évolutions contemporaines des bibliothèques, c'est que eh bien, les bibliothèques sont quelque part victimes de leur succès. Là, je mets beaucoup, évidemment, de guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on nous a souvent dit. C'est-à-dire qu'une fois que les bibliothèques avaient effectivement diversifié leurs fonctions, diversifié leurs espaces, diversifié notamment aussi leur métier ou leur collection, eh bien, elles sont face à une augmentation de la fréquentation de leurs lieux. Et souvent victimes de leur succès dans la mesure où il y a une espèce d'afflux de public aussi difficilement maîtrisable. Voilà. L'autre point qui est extrêmement intéressant, donc, c'est des lieux, et quelque part, et c'est les rares lieux culturels qui, à un moment donné, répondent à ces objectifs, en tout cas, de démocratisation culturelle et d'accès des lieux culturels à tous. L'autre point qui est très intéressant, c'est la diversification des publics. Beaucoup d'études, beaucoup de témoignages qui nous disent que non seulement il y a une augmentation de la fréquentation des bibliothèques, mais en plus, on observe une diversification des types de publics. Il y a des nouveaux publics qui viennent au sein des bibliothèques. Et vous avez aussi cette idée que les bibliothèques sont des lieux refuges, des lieux refuges pour des personnes en situation de vulnérabilité, et que les bibliothèques sont particulières de ce point de vue, puisqu'elles sont des lieux qui acceptent effectivement la diversité et les vulnérabilités. Donc, par rapport à cet aspect populaire, il faut avoir conscience que c'est des équipements culturels qui sont effectivement populaires.
populaires, puisqu'ils sont fréquentés, puisqu'on observe une diversité à un moment donné de public qui fréquente ces lieux-là. L'autre point extrêmement intéressant par rapport à ces bibliothèques, c'est qu'elles ont, et ça on en a parlé ce matin, elles ont des ressources, évidemment. Elles ont des ressources documentaires. Et de ce point de vue-là, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la circulation, dans la transmission des savoirs liés aux transitions. Alors d'abord, ce qui semble important, c'est toutes ces ressources hein, et toute cette, quelque part, cette littérature assez humaniste qu'on peut aujourd'hui hein, encore observer dans les bibliothèques. Ça, c'est quand même des ressources qui semblent assez essentielles, extrêmement précieuses face effectivement à tout ce qu'on a pu aussi décrire ce matin. On va dire aux fake news, l'univers des fake news, solutionnistes technologiques, et puis à des formes effectivement de régression identitaire, il y a à un moment donné une littérature essentielle pour effectivement penser ces formes de littérature ouverte hein, à l'autre, ouverte aux autres cultures, ouverte aussi à l'univers du vivant non humain. Ça, c'est très important parce que quand vous regardez ce qui s'est passé dans les années 90 dans les mireilles FN de Orange et Vitrolles, la première chose qu'ils ont fait, c'est évidemment d'aller, enfin évidemment, c'est rien d'évident, mais en tout cas, c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est d'aller questionner immédiatement les ressources des bibliothèques et toute cette littérature humaniste. Donc juste, je le rappelle, c'est qu'il y a un fonds extrêmement précieux qui existe encore au sein des bibliothèques. Et par rapport à tout ce qui est en train de se produire actuellement, il faut juste en avoir conscience. Et puis, l'autre point qui me semble extrêmement intéressant par rapport à cette politique documentaire, c'est au fond cette idée de... euh, bah, alors moi, je dis territorialiser. Alors peut-être ça rentre dans le champ de la biodiversité, on pourra en discuter, mais territorialiser ces fonds documentaires au regard des caractéristiques socioculturelles ou des enjeux écologiques des territoires. Il y a certainement une espèce de politique documentaire territorialisée, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas à imaginer pour que ces ressources, ces fonds soient adaptés spécifiques vis-à-vis des grands enjeux sociétaux qui se jouent localement. Et là, tous les territoires font pas face effectivement aux mêmes enjeux socioculturels ou aux mêmes enjeux écologiques. Donc il y a une stratégie documentaire à avoir. De ce point de vue-là, ou une écologie documentaire, pour reprendre aussi une expression, à penser. Et de ce point de vue-là, les bibliothèques sont extrêmement intéressantes. Et puis, dernier point qui me semble aussi intéressant, c'est cette capacité à créer des espaces de rencontre hein, entre effectivement une diversité d'acteurs, de savoirs. Hein, et ça, les bibliothèques sont des lieux culturels très spécifiques de ce point de vue-là. Et quand on travaille sur des nouveaux récits de territoire, sur l'ouverture d'imaginaires alternatifs qu'on pourrait à un moment donné produire en commun au niveau de l'évolution des territoires, je pense que les bibliothèques sont des lieux idoines pour travailler sur ces questions-là plutôt que d'inventer une énième maison de l'écologie, plutôt que d'inventer un énième tiers-lieu culturel positionné sur l'écologie. Je pense que les bibliothèques sont des lieux populaires, en tout cas des lieux extrêmement intéressants pour travailler sur ces formes d'écologie populaire. L'autre point qui est essentiel, c'est que l'écologie populaire, ce n'est pas du tout anecdotique. Comme je vous le disais tout à l'heure, les oppositions que des élus populistes ont réussi à créer, des illusions absolument incroyables entre le culturel, le social et l'environnemental. C'est fabuleux d'avoir réussi à faire ça. Ils ont réussi. Et je pense que les bibliothèques peuvent être des lieux effectivement de résistance vis-à-vis de ces tentatives d'opposition caricaturale entre ces différentes dimensions. Donc en conclusion, pour moi, c'est les bibliothèques, à travers cette écologie documentaire, à travers leur capacité à accueillir la diversité, à favoriser la rencontre, la coopération, à créer des lieux conviviaux, débats, eh bien, les bibliothèques sont des lieux extrêmement intéressants pour travailler sur, effectivement, cette culture des transitions territoriales. Et donc, je vous invite à discuter de cette proposition et je vais en terminer là, si ça vous va. Voilà, merci. Bonjour. Euh, alors moi je suis en licence pro librairie donc ça va être je vais reparler un peu des librairies mais est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'adapter ce principe de tiers-lieu comme on peut voir dans les bibliothèques à une librairie ou pas du tout? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait envisageable en considérant que c'est des grosses suppositions, il faut un espace particulier et ça serait des dynamiques différentes, mais est-ce que ça serait envisageable de concevoir un espace tiers-lieu dans une librairie où c'est vraiment quelque chose qui est inhérent au principe des bibliothèques. Bon, je ne vais pas parler de tiers-lieu parce que le modèle tiers-lieu fait beaucoup de débats, mais c'est plus ces deux processus au fond, enfin deux ou trois. Hein. De effectivement diversification, hybridation, voilà, de coopération
et puis territorialisation. Voilà. Ces trois processus-là, qui, à mon avis, pour moi, sont des processus structurels. En fait, ce n'est pas un effet de mode, un énième modèle, c'est pour X raisons un processus structurel, et notamment à l'aune des transitions qui sont en train de se jouer. Donc, si on considère que ces trois processus sont des processus de fond, je pense que, et ça doit s'observer, effectivement, des librairies qui, à un moment donné, on en a parlé ce matin d'ailleurs, qui commencent, ça existait auparavant, évidemment, mais vraiment à penser les formes de coopération avec d'autres acteurs du territoire, avec les bibliothèques, à structurer ça, à créer des espaces de débat pour travailler. Alors, si vous travaillez sur des formes de bibliodiversité, bah, je pense que ça me semble extrêmement intéressant. Mais si vous n'avez pas un espace social de rencontre conviviale et de médiation pour pouvoir à un moment donné effectivement discuter vis-à-vis des propos féministes, des propos plus réactionnaires, des propos libertariens, parce qu'aujourd'hui on a une espèce d'accroissement des caricatures et des positionnements, hein, et des crispations identitaires dans tous les sens, bah, si vous n'avez pas un espace social permettant, convivial, d'accueil, d'hospitalité permettant d'accueillir ça, mais fatalement, c'est la guerre généralisée. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que les librairies qui veulent travailler sur ces formes de bibliodiversité, eh bien, ont un enjeu à créer effectivement ces espaces de rencontre, ces espaces permettant d'habiter le conflit. Voilà. Et donc, je pense que c'est un processus structurel, que les librairies sont pas effectivement externes à tout ça, pas du tout. Ben, j'ai une question aussi, mais peut-être que vous êtes en train d'y répondre. C'est impossible, là, ok. Ouais. Françoise Nicole, édition de La Fontaine Vieille. Ma question porte sur les récits. Je suis très sensible à cette affaire des récits et je me demandais si vous aviez des exemples de récits qui n'auraient pas été simplement des rencontres entre des gens, mais qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à la construction collective de récits et au fait de laisser des traces de ces récits? Comment ça se passe en fait, cette histoire-là? Je sais bien ce que c'est que les récits, je suis en territoire rural, les récits de chasseurs, par exemple, ça je les connais bien. Ils se diffusent bien, ils sont solides, il y a des mots-clés. Est-ce qu'il y a des récits des gens qui se retrouvent dans la bibliothèque? Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions? Là, l'idée, c'est de travailler sur des récits collectifs. Donc, il ne s'agit pas d'avoir les récits de chasseurs d'un côté, les récits féministes de l'autre, les récits. Bon, donc, il s'agit bien de travailler sur des récits collectifs possibles. Donc, effectivement, de travailler à quelque part, prendre une plume entre un chasseur, une féministe, un écologue, et puis, voilà, c'est compliqué. Alors, vous avez des acteurs qui essayent de faire ça. Vous avez des acteurs extrêmement intéressants. Vous avez notamment le Polo avec le Parlement de Loire. Alors, c'est un cas bien. Peut-être vous ne connaissez pas, vous, dans le milieu des bibliothèques. Dans le milieu des politiques culturelles, on connaît bien. Mais voilà. Alors, ça s'appelle le Parlement de Loire. C'est un projet extrêmement intéressant de ce point de vue. Parce que donc c'est des acteurs, hein, de l'urbanisme culturel, ils s'appellent le Polo. Et eux, leur hypothèse, c'était de dire comment est-ce qu'on peut intégrer le fleuve Loire dans le cadre des politiques de développement territorial et de transition territoriale. Comment est-ce qu'on peut considérer que la Loire pourrait être à un moment donné une entité juridique qu'on pourrait quelque part, hein, placer sur la table des discussions, et donc réinventer un peu ce rapport humain-non humain. Alors on voit bien intellectuellement c'est intéressant, on est ravis, mais dès que vous allez voir la société locale et vous parlez de ce nouveau rapport humain-non humain, voilà, c'est compliqué. Donc eux, tout leur travail, ça a été à travers des formes, et c'est pour ça que je vous dis les formes artistiques, culturelles sont essentielles, à travers différentes formes artistiques, différentes expériences collectives, expérimentations, des temps de rencontres, des temps artistiques et culturels au sein du fleuve Loire, progressivement, eh bien, travailler un récit possible où bah, finalement on se projetait collectivement dans le cadre de politique territoriale en intégrant pleinement le fleuve comme effectivement une personnalité morale. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, intéressant. D'autres cas extérieurs au monde culturel, je pense à ce que fait Valence Roman Agglomération, alors avec un projet a priori très éloigné de ce que je vous raconte, qui s'appelle Valence Roman Start-up des territoires. Alors, s'ils ont utilisé, d'ailleurs, c'est intéressant, ce terme start-up des territoires, c'était un projet vraiment basé sur des transitions économiques fondamentales, hein. Mais si vous voulez toper des grands projets innovants qui étaient lancés par la Caisse des dépôts et consignations, notamment, ou la Banque des territoires, il fallait qu'ils rentrent dans leur imaginaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris ce terme start-up des territoires, tout en derrière parlant d'un projet très, très différent de l'univers, on va dire, start-up.
Et donc, dans ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est sur 4-5 ans, à travers des projets effectivement économiques, hein, des projets économiques, mais qui avaient été travaillés avec une diversité d'acteurs, dont notamment des associations, des habitants, des citoyens du territoire, avec des entrepreneurs aussi, et des projets qui répondaient à des défis écologiques, sociétaux, locaux. Et bien, progressivement, pendant 4-5 ans, ils ont fait, parce que je vous le dis ça parce que je l'ai étudié de près, ils ont réussi à faire évoluer le récit de territoire. Non seulement de la part, on va dire, d'élus, de techniciens, mais aussi de la part de toute une série d'acteurs associatifs, d'une partie de la société civile, on va dire, engagée, pour sortir du prisme de l'attractivité, de la compétitivité à tout va, et réfléchir à une autre approche, effectivement, de l'économie territoriale. Une économie, à un moment donné, qui serait pensée à travers des formes d'entrepreneuriat de territoire, d'entrepreneuriat en commun, travailler sur justement les communs territoriaux, et d'une certaine manière, penser des formes de réencastrement de l'économie dans la société, dans la culture, dans l'écologie locale. Donc là, vous avez eu une évolution du récit de territoire. C'est un autre exemple. Voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais juste ce que je veux vous dire, il y a 2 points importants. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de culture des transitions, on a une tendance à enfermer les acteurs, ça faut faire attention, dans juste une analyse des acteurs culturels et les artistes, dont cette idée qu'ils peuvent être intéressants pour travailler juste sur les récits et les imaginaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que les artistes et les acteurs culturels font beaucoup d'autres choses. Et notamment, ils travaillent sur des formes coopératives extrêmement intéressantes, sur des expérimentations au sein des territoires qui participent à transformer plus profondément les sociétés locales. Donc voilà, ça c'est important. Et que par rapport à ces récits, tout l'enjeu, c'est de travailler sur la construction de récits collectifs qui pourraient faire sens effectivement à l'échelle de sociétés locales. Et donc tenter de faire se rencontrer et coopérer, un chasseur, une féministe, et puis un écologue sur le territoire. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas une tâche aisée. Bonjour, j'enseigne au DEDA, mais j'ai aussi travaillé pour l'ADEME. Du coup, j'avais envie de rebondir sur vos exemples, parce que je l'ai vu dans votre diaporama, vous parlez des brochures Transition 2050, qui sont effectivement construites aussi sur des récits qui ont été mis en perspective et sur lesquels des auteurs de science-fiction ont aussi travaillé pour projeter effectivement des futurs possibles. Et je trouve que c'est un exemple très intéressant, puisqu'il y a 4 scénarios qui ont été développés du plus décroissant et écologique jusqu'au au plus technologique et qui sont censés être 4 scénarios viables. Mais voilà, c'était pour rebondir sur l'exemple des récits parce que je trouve cet exemple de l'ADEME assez intéressant. Voilà. Ouais, et le travail effectué par l'ADEME est pour le coup extrêmement intéressant parce qu'à l'ADEME, on est dans une culture d'ingénieurs profonde. Donc à un moment donné, dire que les arts, la culture, les récits, les imaginaires ont quelque chose à raconter sur les transformations effectivement de nos sociétés au-delà des enjeux technologiques, c'est quand même un exercice périlleux et qu'une partie, en tout cas progressivement de l'ADEME, est en train de travailler, en tout cas à force de conviction. Alors c'est intéressant ce travail effectivement sur les récits, les scénarios. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je ne sais pas si vous voulez que je rebondisse. Le gros problème, en fait, quand on regarde les récits d'un peu plus près, on va souvent trouver les mêmes types de scénarios. Voilà. Alors, soit le scénario de l'effondrement d'un côté, soit le scénario quelque part un peu utopiste. On voit aujourd'hui cette idée-là qui est de dire que finalement on est tellement angoissé vis-à-vis de ces tragédies qui a priori vont progressivement arriver, et bien qu'il y a une espèce d'angoisse individuelle et collective et qu'il faut travailler sur des lectures essentiellement utopistes. Voilà, en disant il faut d'abord travailler sur des scénarios qui partent sur des choses extrêmement positives. Et puis vous allez avoir des scénarios technologistes. Voilà. Et puis des scénarios qui seront pensés sur des logiques coopératives, horizontales et à des logiques low-tech. Voilà. Très souvent, vous allez retrouver ces 4 types en fait, de scénarios. Donc, alors qu'il s'agit effectivement de penser ce que Ariel Kirou, du coup, qui travaille beaucoup avec les auteurs de science-fiction, je ne sais pas si vous avez lu son bouquin Imaginaire alternatif, mais lui, il nous dit qu'il faut qu'on apprenne à habiter l'entre-deux-mondes. Et cet apprentissage-là est extrêmement compliqué. Donc, à hybrider, à travailler sur les zones grises. Voilà. Et ça, nos sociétés ne savent pas du tout faire ça. Bonjour, Mélanie Tison. Moi, je viens du monde des bibliothèques. Je voulais rebondir sur la politique documentaire. Vous disiez qu'il faudrait la territorialiser. J'ai envie de dire que c'est un peu la base, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment conduire une politique documentaire si on ne connaît pas nos publics.
Et je trouve que l'interprofession a un rôle qui est très important à jouer localement dans ces questions, puisque nos publics, ben, on ne les connaît pas euh, uniquement en bibliothèque. Et c'est par des échanges qu'on peut avoir avec nos libraires, avec nos professeurs documentalistes, avec d'autres acteurs du livre du territoire, des auteurs, des illustrateurs, enfin bon, un peu tous les acteurs du livre, qu'on va nourrir aussi notre réflexion en bibliothèque et produire une bibliodiversité pour le coup collective. C'est pas chacun dans notre coin en fait. Voilà, je vais juste rebondir là-dessus. Non, mais je vous rejoins, mais voilà, complètement. Mais c'est comme si, enfin, l'enjeu effectivement des transitions appelait à un moment donné à conforter cette politique documentaire territoriale et à aller, comme s'il fallait aller encore un petit peu plus loin là-dessus. Ben, merci beaucoup pour cette invitation.